Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle cycle d'investigation proposée par l'Académie Grifasi, numéro 111. Bonjour Caroline. Bonjour Anastasia et bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va? Très bien, merci. Voilà une nouvelle enquête pour aujourd'hui. Tu peux te déjà installer confortablement. Tu fermes les yeux. Voilà. Je petit rappel que ce protocole est enregistré dans différents pays, différentes langues, et Caroline ne connaît pas le sujet. On y va. Tu te mets au point zéro. Je t'invite à prendre une très belle et profonde respiration. Lâcher et relaxer toutes les tensions de ton corps. Je vais commencer ma décompte de 10 à 1. Et à chaque palier, ton corps va se rattacher de plus en plus profond. Maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter au mode avortement. Avortement. 1, 2, 3. Tu peux chercher l'information présente dans les terres en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement induit ou provoqué. Perçois-tu les différences par rapport à ce qui se passe dans le corps dimensionnel de la mère par rapport aux différents types d'avortement? Alors, le mot avortement m'amène forcément à un corps de femme, à la matrice, l'utérus, et la différence des différents types d'avortement. Oui, ça se voit bien. Spontané, ça veut dire quoi spontané? Non provoqué. Oui, mais là, qu'est-ce que ça veut dire spontané? Parce que c'est forcément provoqué, il n'y a jamais spontané. Oh, les causes ne sont pas les mêmes. Même quand on traduit par spontané, il y a toujours une raison. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, c'est quand même provoqué. Quelle est d'autres différences entre spontané et provoqué? Alors quand c'est provoqué, vraiment provoqué, c'est qu'il y a une action qui n'est pas juste, une action déviante, une mauvaise intention. Ce n'est pas juste dans le sens où c'est pas dans les lois naturelles. Alors, même si j'ai dit que quand spontané, c'est quand même provoqué, voilà, il y a quand même cette nuance, mais peut-être que ce sera précisé. Mais quand c'est provoqué, c'est que il y a, c'est même pas que c'est décidé par la femme. Parce qu'on pourrait croire que là aussi c'est provoqué. Donc quand c'est provoqué, ah oui, ça c'est quand c'est provoqué, c'est que ce n'est pas de la volonté, du désir de la femme.
Ouais, c'est ça. Elle s'attend à mener à bien une grossesse et en vérité, ça fait fausse couche. Ou c'est pas un avortement en soi. Mhm. Oui. Enfin, c'est vers là où ça m'emmène. C'est peut-être dans le terme avortement que ça c'est pas clair là, je sais pas. Je pense dans le sens de fausse couche, oui. Avortement, Oui, hein, c'est c'est ça. dans ce sens-là. Je vois comme ça aussi. Donc effectivement, ce n'est pas attendu, désiré par la mère, ni par l'entourage, compagnon, compagne, enfin, par tous ceux qui attendent l'arrivée, de cette, nouvelle vie. Et donc finalement, oui, c'est ça, c'est provoquer la mort. Provoqué par l'extérieur. Par l'extérieur, puisque ça ne respecte pas les lois de la vie. Mhm. C'est mal intentionné, il y a une énergie, sombre, qui anime, ce Mhm. ce phénomène. Oui. Et provoqué. C'est les Oui, qui mêmes est sources provoqué. d'énergie. Et c'est ça quand c'est provoqué, Mhm. Oui. de manière mal intentionnée. Ok. D'autres questions. Encore une fois, à mon 3, connecte-toi avec les informations présentes dans l'éther en rapport avec l'avortement spontané et avortement provoqué. Ça veut dire qu'avortement chirurgical ou avortement médicamenteux. Perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans le corps dimensionnel de l'embryon ou du fœtus par rapport aux différents types d'avortement? Oui, non, une partie. 1, 2, 3. Tu vas cibler l'embryon, le fœtus. Alors, le spontané, ce qu'on appelle spontané, ça peut être le fœtus aussi qui décide de s'arrêter là. C'est il va pas continuer, il ne doit pas continuer, donc ça s'arrête là. Quand c'est provoqué, alors, quand c'est provoqué, mais même dans le provoqué, il y a des nuances. Provoqué, heu, le mot là ne me je sais pas, ce mot ne me il y a quelque chose qui sonne pas juste. Alors c'est pas ce terme-là. Alors je vais continuer sur le provoqué qui il y a quelque chose Avortement de négatif. chirurgical. Avortement chirurgical. Avortement médicamenteux. Oui, mais là, c'est est-ce que attends, si je me situe du côté du fœtus, parfois c'est pas si mal vécu parce qu'il sait que, il a pas à continuer. Donc c'est quand même, fait intentionnellement, décidé par la femme qui ne souhaite pas, à ce moment-là de sa vie, avoir un enfant. Oui. Dans l'acte chirurgical, alors moi je vois ça aspire, une aspiration, du fœtus. Il est aspiré. Bon, médicament, il est évacué. OK. Je le vois tomber comme dans un siphon. OK. Mais c'est comme s'il savait et c'est pas si OK, c'est OK. Dans quel sens? Mais parce que c'est presque en accord avec la femme, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, c'est OK. Mhm. Alors qu'il y a d'autres cas où c'est
provoqué médicament. Alors, le mot médicament, ça résonne autrement là. Il y a un produit chimique, il y a quelque chose, un corps étranger qui vient tuer le bébé. Là, c'est pas pareil. Voilà, là, ça m'amène à autre chose. Il y a d'autres situations. Et là, c'est douloureux. C'est douloureux pour la mère, pour la femme, pour le fœtus. Parce que ça n'a pas été convenu, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est là que ça ne respecte pas les lois de la vie. Alors c'est très étrange hein, de dire comme ça, parce que Mhm. quand il y a avortement désiré par la femme, ça respecte les lois de la vie. C'est très étrange de dire comme ça, c'est vrai que ça paraît contradictoire, mais il y a vraiment cette nuance. Mhm. Ok, c'est intéressant. Oui. Ok. On passe à la question suivante. Dans tous les cas d'avortement spontané ou provoqué, observe maintenant quelle dynamique énergétique se crée entre la mère et l'enfant à la suite de l'interruption de grossesse. Alors, bon, quand c'est spontané, comme ça a été convenu, c'est l'énergie est douce. Je sens pas d'agitation, de perturbation. Mhm. Heu, voilà, l'énergie est douce. Alors ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'émotion, que la femme n'est pas triste, qu'elle en ait eu conscience ou pas de cette grossesse, parce que parfois ça arrive aussi, sans que la femme en ait conscience. Ouais. Pour le fœtus, je sens pas non plus de perturbation, mais quelle que soit la raison. Bon, quand c'est provoqué, mais à l'encontre de la femme, heu, du fœtus, là, je vois une énergie sombre. D'abord parce que ça a été activé par une énergie sombre et ensuite, ça les entache. Ça crée aussi, ouais, des émotions, douloureuses. Et ah oui, il y a et c'est perdu, c'est ça qui me vient, perdu, perdu. Il y a eu comme un arrachement, c'est, heu, quelque cho ouais, c'est en suspension. Donc je vois, ouais, le fœtus qui est en errance. Mhm. Ok, d'accord. L'interruption de grossesse révèle-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? Que Là, j'ai pas perçois-tu par compris la question là. l'interruption de grossesse révèle-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? C'est quoi la réalité collective? Est-ce que l'interruption Conscience, oui, de conscience collective. grossesse est-ce que l'interruption de grossesse participe à la conscience collective? Est-ce que l'interruption de grossesse révèle-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? Mais qu'est-ce que c'est réalité collective? Peut-être la conscience collective. Moi, je vois plutôt ça, réalité collective. C'est ça la question. Est-ce que ça éveille la réalité collective? Vraiment, je vois pas là, parce que je crois que c'est mon mental qui essaye de comprendre et ça me paraît bizarre, alors, je vais laisser venir.
Si je connecte interruption Ouais, volontaire ou pas? Interruption de grossesse et tout court, réalité collective. réalité collective. Interruption de grossesse, Réalité réalité collective. collective. Interruption de grossesse et réalité collective. Non, mais d'abord, je sais pas c'est quoi la réalité collective parce que il y a pas de réalité collective. Si j'entends réalité collective, ce qui me vient, c'est, presque, c'est du faux, c'est conditionnement, Mhm, c'est programmation. mhm, Ouais, c'est presque lié à une intelligence artificielle. mhm. Ça sonne pas juste, Mais peut-être que c'est ça, hein, mais c'est intéressant aussi. Oui, oui, et c'est ça. interruption de grossesse. Non, là, ça va pas. Là, ça m'amène dans quelque chose aussi de très sombre. C'est pas la vie, là, il y a pas de c'est alors, régulation, oui, c'est pour ça que c'est programmation, Mhm, heu, là, c'est presque une matrice artificielle. Alors c'est mhm, bizarre, je vois, heu, je vois des œufs, les œufs. Mhm, enfin des comment on appelle là? Des couveuses, voilà. mhm. Oui, c'est ça, des couveuses, hein, mais en forme d'œuf, hein. Bon, je sais pas, peut-être qu'on s'éloigne là, mais c'est ce qui est venu. Ok, ça va. C'est bon. On passe à la question suivante. Euh, Observe l'interruption d'une grossesse au regard de liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, entendu comme le monde animal, végétal, minéral. Que perçois-tu des obstacles? Ah là, oui, là ça connecte, à la vie et là c'est l'équilibre, l'équilibre de la vie. Si je me connecte au monde, animal et même végétal, Mhm, heu la régulation de, ce qui doit naître, ce qui doit s'arrêter, c'est ça, c'est parfait. C'est selon les conditions, selon le contexte, selon, tous ces paramètres, qui s'organisent, vraiment en connexion, en interconnexion. Donc mhm, on ne parle pas à ce moment-là d'interruption, c'est pas une interruption, c'est une régulation. mhm, Régulation et alors si j'en viens aux humains, il est peut-être vraiment là le spontané, c'est une régulation, naturelle. À la base, c'est ainsi. Oui, mhm, sauf que ça s'est emballé et là je reviens à programmation, déprogrammation ou dysfonctionnement de programmation, c'est bizarre, à chaque fois ça pourquoi ça veut me ramener à ça? Mais bon, quand même au départ, en lien avec la nature, la vie, enfin moi ça me paraît clair, mais je ne sais pas si j'arrive à le transcrire, c'est une régulation. Donc on peut dire que enfin je dis de ce que je perçois, mhm, les une catégorie d'avortement spontané est bien naturelle et ça c'est très bien parce que, comment dire? C'est vraiment la vie qui reprend ses pleins droits. À ce moment-là, oui, c'est ça. mhm. Très bien.
de nos jours, par rapport au temps passé, quelles sont les causes d'un caractère exogène pouvant conduire à des avortements? Ah bah là, il y a des pollutions, Mhm. des parasites de tout genre. C'est que il y a des aberrations. Ça crée des monstruosités. Il y a trop de. Et là encore, hein, c'est toujours la même. Enfin, moi, c'est toujours ça qui me vient. On ne respecte pas la vie, heu, donc ça s'arrête. Faut pas aller au bout de ça. Sinon, ce sont hem, ça force comment? Des choses artificielles et qui sont animées par des énergies, malfaisantes, qui dans le oui, non-respect de la vie, donc plutôt des énergies, de des forces comme ça, d'anéantissement. Alors plus clairement, c'est quoi? Si, bah, tous les produits, extérieurs, hein, qui seront ingérés, tous les produits toxiques, qui ne sont pas nourriciers, qui n'alimentent pas correctement, tous les corps, c'est ça, qui ne respectent pas la vie. C'est pas du vivant. Mhm. Quand tu voilà, le corps est rempli comme ça d'éléments, morts, hein. Mhm. Non vivant. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la circulation d'énergie qui n'est pas bon. Oui, bah, forcément ça se matérialise par, tous les trucs chimiques, transformés, manipulés, informés, sciemment pour, justement, perturber le cycle naturel. Mhm. Très bien. En ce qui concerne des informations présentes dans le champ morphogénique de l'éther, observe la condition de l'avortement spontané par rapport au corps sexuel de la mère. Que perçois-tu, Zoroastri? Condition d'avortement spontané par rapport au corps sexuel de la mère. Qu'est-ce qu'on peut capter comme information? Corps sexuel, De la mère. corps sexuel. Sexualité de la mère. Avortement spontané et corps sexuel de la mère. Là, c'est je sais pas, je sais pas, je vois un utérus, Mhm. mais ouais, il y a rien, c'est tout. Utérus, alors c'est un peu ouais, c'est rosé, rosé nacré, c'est quand même lumineux. J'ai l'impression que c'est chaud, que c'est doux, mais alors, je vois pas là avec l'avortement.
Ok. C'est la même question suivante, la même chose. Les champs morphogéniques dans les terres sont les domaines relatifs au corps sexuel de l'embryon ou du fœtus en cas d'avortement spontané. Est-ce qu'il y a un lien avec l'avortement spontané et la sexualité de l'embryon ou du fœtus? Corps sexuel d'embryon ou fœtus. Y a-t-il un corps sexuel en cas d'avortement spontané? Est-ce qu'il y a un corps sexuel quand il y a avortement Non, spontané? je pose la question. Mais non, je sais pas, il n'y a rien là. Ça me paraît pas, je vois pas le lien. C'est pour ça que il y a rien qui me vient. Là, peut-être il n'y a pas. Ok, on passe à la question suivante. Maintenant, regarde le corps sexuel d'une mère, le moment dans lequel l'avortement est déclenché. Que perçois-tu, visualises-tu? Quand c'est déclenché, donc Corps sexuel voilà. de la mère. Alors quand même, c'est vrai que ça fait un choc. Mhm. Ça vient choquer, oui, comme une intrusion. Parce qu'il y a des instruments, parce qu'il y a un élément extérieur. Donc ça, le choc, ça fait des vibrations un peu en agitation. Mhm. Ok, s'il n'y a pas d'information, Mhm. peut-être il n'y a pas de lien. Ici, la question suivante. Observe le corps sexuel, la zone relative au développement du corps sexuel de l'embryon ou du fœtus lors d'avortement provoqué. Que perçois-tu dans ce cas? Est-ce qu'il y a quelque chose au corps sexuel de l'embryon lors d'avortement provoqué? Non, je vois rien là. Ok, il n'y a pas. Euh, Pas de souci. L'autre question. Existe-t-il des relations entre l'avortement et le cycle de réincarnation? Bon, ce qui est venu tout de suite, c'est oui. Lesquels? Donc, C'est quand quoi? c'est spontané, eh ben, c'est OK. Alors l'âme repart dans une autre incarnation. Quand c'est provoqué et que surtout c'est vraiment provoqué par l'extérieur, sans que la femme n'en ait conscience, j'allais dire même le fœtus n'en a conscience, c'est une façon de dire, mais à ce moment-là, ça bloque, il y a un blocage. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais un fœtus en suspension, en errance. Quel type de blocage? Ce blocage-là. Ah bah, ça bloque, donc son, presque, oui, le cycle, de transmigration. Ça l'enferme, dans un quelque chose, oui, un espace-temps, c'est l'errance, hein, vraiment, sa perdition, là, c'est le néant. Donc là, je vois que il y a eu coupure.
Hein, je vois vraiment le fil là qui a été coupé. Le fil Puis, des réincarnation. réincarnations, oui. Et qu'est-ce qui se passe avec cette énergie? Elle est suspendue, elle n'évolue Et pas. en errance, en errance. Mhm. Ok. Je te propose regarder une femme qui vit un avortement provoqué par les médicaments, décidé par l'extérieur, décidé par un médecin. Il dit que ça ne va pas, il faut avorter. On ne va pas regarder la raison, mais on va voir ce qui se passe dans le corps de la femme et du fœtus au moment d'avortement provoqué par les médicaments. À mon 3. 1, 2, 3. Connecte-toi à une femme. C'est la panique. Là, je vois le fœtus qui dormait tranquillement et tout à coup, il a un sursaut. C'est la panique, hein, presque il se débat. Non, 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 parce qu'il sent qu'il est euh, désintégré. Enfin, il sent que ça va s'arrêter. C'est douloureux, ça fait mal. La femme aussi a mal. Alors comme tous deux, les deux corps sont connectés. Il sent la douleur de la mère sent la douleur du fœtus. Donc ça amplifie la douleur chez l'un et chez l'autre. Et voilà, le corps, les corps s'emballent. Ce sont vraiment des sensations pénibles. Ça force. Et en fait, il y a deux forces opposées. Il y a à la fois, ça veut retenir, et à la fois, il y a une autre force qui pousse. Donc vraiment, ça se bataille. Donc ça exacerbe là aussi la douleur, les douleurs. Et Et qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique quand c'est réalisé? Voilà. L'avortement est réalisé. Qu'est-ce qui se passe avec le fœtus? oui, il est désintégré. Hein, il perd le fil parce que c'était pas comme ça. C'était pas ce qui devait être. Là encore, je vois un fil qui est coupé. Donc c'est l'ombre, c'est l'ombre qui envahit, qui dévore à ce moment-là. Et le futur de ce fœtus, c'est quoi? Est-ce qu'il va continuer la réincarnation ou il s'arrête? Non, lui, il fait vraiment partie de ceux qui sont choqués en suspension. Il est suspendu où? Et néant. Qui contrôle la suspension? Euh, bah, ça me revient aux, aux œufs, là. Mhm. C'est les Ouais, œufs de qui? C'est les œufs humains? là, oui, je vois des bébés dedans et il y a à différentes phases d'évolution.
il y a un lot, enfin, je ne sais pas comment le dire, un groupe ou un coin où il y a ces fœtus en errance. C'est Ouais, tout. c'est comme s'ils étaient stockés là, ils doivent rester là. Ouais. C'est une poursuite artificielle. Oui, Mhm. Oui. Et il se trouve où, cet incubateur de œufs? Sur Terre? non, non, je vois que c'est au-delà, c'est un espace, un lieu, c'est alors j'avais pas regardé au loin, mais j'ai l'impression que ça s'étend quand même, beaucoup. Ça fait presque, cultivé, des champs cultivés. Ah ouais, c'est pas joli. Ok, déconnecte-toi de cette situation. Déconnecte-toi. Ok. J'ai une question par rapport à l'avortement provoqué. Euh, Est-ce que ces fœtus, son corps physique, après l'avortement provoqué ou spontané, sont utilisés, réutilisés? Alors, c'est oui. Un, deux, trois. Bah, en fait, oui, c'est venu, oui, tout de suite, hein. Par qui? Bah, là, je vois bah oui, des mains qui font des prélèvements. Heu, Prends une j'en distance, ne regarde pas le détail, mais regarde un petit peu au global. C'est qui est responsable des prélèvements? alors, il y a différentes, strates. C'est utilisé dans des industries, hem, laboratoires pour être transformé. On utilise les cellules, Mhm. voilà, c'est tout exploité. Est-ce qu'il Ça est c'est oui, est qu'il y a un lien avec les volontés de créer les avortements pour pouvoir la source de ces cellules? Qu'est-ce que tu oui, as dans le test? Oui. dans ce cas-là, oui. Oui, parce qu'il y a besoin de carburant presque, d'éléments ou de matériaux. Parce qu'à partir, des cellules souches, du vivant donc, il faut partir du vivant pour créer et même si c'est transformé après en artificiel, on part toujours du vivant. Alors il faut, de la matière, il faut, du stock. Ah, c'est comme ça, hein. Oui. Oui, j'ai une question assez cruelle. Ces prélèvements sont faits pour les fœtus encore vivants ou les déjà morts? Un, deux, trois. Beh, parfois c'est vivant puisque, faut que ce soit frais. Merci. Déconnecte-toi de cette situation. Déconnecte-toi. J'ai une autre question qui est importante, je pense. Est-ce que ces cellules sont utilisées pour la création des vaccins? À mon 3. 1, 2, 3. Oui, Ok. De, un peu de toutes les sources. Ouais. On parle de vivants et tissus vivants ou morts. Les deux? les 2. Ok. Merci. Et là, il y a de la manipulation génétique. Ouais, ce sont des expérimentations. C'est pas beau. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent, qui te déstabilisent pas, mais bon, qui te peuvent partager ou pas? Bah,
En fait, ce qui me vient, c'est que ça se fait avec de plus en plus d'ampleur. Ça risque de créer, une humanité, aberrante Mhm. et en même temps, comme c'est en marche, c'est installé. Mmh, c'est pas, fatal ou comment dire? Il y a pas à désespérer, hein, Mhm. c'est ça si ça se fait, ça se fait. Maintenant ce qui peut ralentir, pas arrêter, mais au moins, contenir, c'est la prise de conscience et pourtant, il y a pas que du mauvais. C'est ce que j'entends parce que il y a aussi une part de ces expérimentations qui permettent de rechercher les origines de l'humanité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Origine de l'humanité. Mhm. Avec le bon but ou c'est le... On ne Mais sait pas. c'est pour signifier que ne regardons pas que le noir du noir, Mhm. parce que quand il y a de l'ombre, il y a de la lumière et puis quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Donc il faut pas se fixer que sur un pôle. Mhm. En fait, c'est pour pas que ça panique, trop dans tous les sens. Faut pas, heu, s'attacher à un seul angle de vue. Ok. Et, les cellules qui sont utilisées dans les laboratoires, dans l'industrie, euh, éventuellement alimentaire, est-ce que ça rend les gens, je dirais, ramène les gens vers le, on va dire, cannibalisme, entre parenthèses, si on consomme ce genre de produits, ou ça pose pas de problème? Qu'est-ce que tu captes par rapport à cette Bah, réponse? oui, d'une certaine façon, oui, ça c'est du cannibalisme dans le sens de se manger ses propres, cellules souches. C'est quoi le but? Ah mais ça, c'est vraiment en termes de manipulation et de transformation génétique pour, chercher, à transformer et à quelle fin ces modifications? C'est, pour, contrôler. Contrôler. Ouais, contrôler, assujettir, garder sous la domination. Mhm. Mmh. C'est pas génial tout ça, c'est pas très Ok. très joyeux. Ouais. Merci, je l'ai compris. Est-ce qu'il y a l'impact sur, je dirais, impact énergétique éthérique sur les personnes qui ont consommé ce genre de produits ou médicaments qui ont été je dirais, contaminés par ces cellules? Mais oui, ça bien sûr que ça a un impact. Maintenant, c'est toujours la même histoire de comment chacun, heu, est dans son être. Hem, Ça viendra en résonance avec, l'être. Très bien. En fait, c'est toujours passé par la volonté de la personne, l'acceptation ou C'est pas. pas qu'une histoire de volonté, c'est une histoire de conscience, de vibration, de fréquence, d'énergie.
Voilà. Très bien. Est-ce que c'est nocif pour les gens qui ont les hautes fréquences, qui ne partagent pas ce point de vue de... C'est pas une question de volonté ou de conscience morale ou conscience mentale. Ça se situe vraiment à un autre plan d'énergie, de vibration, d'être. Vraiment, je ne sais pas le dire autrement, hein, c'est être. Comment la personne est profondément, c'est ni dans ses actions, ses paroles, c'est être profondément. Elle sera impactée. Si dans son être, il y a plus d'énergie sombre, lourde, si elle-même se charge d'énergie lourde, sombre, ben, ça va créer forcément des failles, donc des ouvertures pour tout, tout ce qui est déstructurant, tout ce qui est disharmonieux, tout ce qui n'est pas à l'équilibre. Donc tout ce qui n'est pas dans les lois de la vie. Ok. Au niveau des réincarnations de ces fœtus qui ont été avortés, s'ils sont capturés, il n'y a plus d'espoir pour eux ou ils peuvent quand même revenir dans ces futures réincarnations? On peut les aider si quelque chose est fait. Enfin, d'abord à une échelle humaine, c'est de faire les rituels symboliques. C'est reconnaître qu'il a existé. C'est donc aussi l'ancrer dans une réalité. Et ça, d'une certaine manière, c'est pour ne pas le laisser en suspension. Donc, on a des pouvoirs quand même, l'être humain a le pouvoir de changer leur Oui, état. oui, et presque d'aller le rechercher, le réveiller, c'est une façon de dire, de lui signifier qu'il ait pas l'impression d'être vraiment dans le néant, s'il y a une vibration qui lui arrive, ben là, ça va oui, le réveiller, et comme ça, lui aussi, il va se dire que il peut en sortir. Alors, franchement, dit comme ça paraît bizarre, mais il faut sortir des conceptions humaines. Quand je l'exprime comme ça, Mhm. c'est pas, on va aller lui parler et puis hop, hop, d'accord, je reviens. C'est vraiment sur des plans plus subtils, des plans de vibration. Mais Oui, déjà, bien sûr. si la mère qui a subi ça vous fait subir ça à son enfant, ou bon, elle peut penser à lui, mais ça transmet déjà, c'est une vibration. Ils Alors sont, c'est sûr qu'il y a de la tristesse, il y a de la colère, tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas juste rester sur ces énergies basses. Il faut aussi qu'elle puisse, faire vibrer l'amour, et c'est par la vibration de l'amour que, heu, c'est lui qui est en errance va ressentir ce filet de lumière, et va percevoir aussi ce filet de lumière et savoir qu'il n'est pas dans un néant total. ok, c'est bien. Est-ce que tu as d'autres informations qui viennent à ce sujet? Et ben, c'est ça l'information primordiale, l'amour, Mhm. l'amour, l'amour.
Très bien. Je te demande de remercier tous et tous qui nous a permis d'explorer cette enquête, s'il te plaît. Oui. Les remercie. Très bien. Et je vais te ramener à la maison. Je vais commencer à compter de 1 à 5. Et voilà. 1, 0. Tu prends encore une très très belle respiration. 5. Déconnecte-toi de tous et tout. Caroline, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, tu peux ouvrir les yeux. Bon. Ça va, Caroline? Ah ouais, ça va. C'était pas facile le sujet. Ah, c'était un sujet, ah ouais, quand même. Merci beaucoup à toi, Merci. à l'univers qui nous a permis d'explorer cette enquête. Voilà. Oui. Je remercie tous et tous qui sont participés à cette enquête. Et je souhaite à tout le monde une excellente soirée et à la prochaine enquête. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. À bientôt, Caroline. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.